Salut à toutes et à tous, bienvenue parmi nous, ravi de vous retrouver encore une fois sur cet espace dédié à la diaspora algérienne. Nous suivons et nous rencontrons de jour en jour nos cerveaux, nos têtes bien faites et bien pleines aussi, et des profils de réussite comme le profil d'aujourd'hui et qui concerne Samir Hamlel. Bonjour. Bonjour Maya. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir accepté de faire votre diasporama à partir de Lille, en France. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de pouvoir y participer, c'est un honneur. Ben, vous m'aviez dit lorsque je vous ai contacté que vous suiviez un petit peu notre programme et j'avoue que ça nous fait plaisir de savoir que des personnes qui ne sont pas encore passées dans le programme le suivent. Alors, question comme ça de but en blanc, qu'est-ce qui vous a attiré dans le programme et quel regard portez-vous sur Diasporama, vous qui faites partie de la diaspora algérienne à l'étranger? Alors je le suis parce qu'effectivement, je me rends compte qu'on est très nombreux à être en France ou ailleurs. D'ailleurs, j'ai vu que vous aviez interrogé des gens qui étaient aux États-Unis, enfin dans de nombreux pays. Oui, Et il est vrai au que Japon, au Japon, exactement. sur tous les continents, oui. Exactement. Et je trouve que finalement, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai l'impression qu'on s'intéressait relativement peu à ce que nous faisions dans ces pays-là. Et ça m'a pris un jour. Je me suis dit que je voulais m'intéresser à ce que faisaient les Algériens comme moi à l'étranger. Et comme je suis le soir d'Algérie et un certain nombre d'émissions, je suis tombé sur la vôtre et ça m'a beaucoup intéressé. Donc du coup, je la regarde très régulièrement. Merci beaucoup, Samir. Merci pour votre fidélité. Samir Hamlel, on peut dire que vous êtes le frère de Myriam Hamlel, notre Tout à consoeur de fait. France 24. Tout à fait, c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur et effectivement, elle a commencé d'ailleurs dans la presse algérienne, Al Watan et Liberté, puis ensuite elle a fait un peu Al Jazeera, Canal+. Enfin, ça s'appelait à l'époque E-News ou quelque chose comme ça. C'est l'ancêtre de ces news et puis France 24 depuis quelques années. Eh ben, formidable. J'espère la recevoir un jour dans Diasporama. Elle a toute En sa place, bien entendu. tout cas, on sera ravis. Alors, Samir Hamlel, vous êtes né et vous avez grandi en Algérie, à Alger. Mhm. Jusqu'à quel âge? Alors, je suis né effectivement à Alger en 77, dans le centre d'Alger, rue Didouche. Et puis, j'y ai grandi, d'abord à Baïnem jusqu'à mes 9-10 ans, donc enfin, dans l'ouest d'Alger, près de La Oui. Pointe, Saint-Eugène, tout ça. Puis ensuite, on a déménagé à Bodj el Bahri jusqu'à mes 17 ans. J'ai vécu à Alger et on a quitté l'Algérie en 95, à une époque qui était difficile pour le pays. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive en France. Très bien. Alors, vous nous raconterez tout à l'heure ce que vous avez fait en France, vos études, et ce qui vous a amené au poste de responsabilité que vous avez occupé, que vous occupez aujourd'hui. Vous êtes ce qu'on appelle CDO, hein, Chief Data Officer, dans la célèbre et grande enseigne Auchan. Vous avez occupé plusieurs responsabilités dans plusieurs grandes entreprises, comme la Redoute, par exemple, ou encore la grande agence de communication Publicis. Est-ce que vous pouvez nous dire, en plus d'avoir occupé ces postes de responsabilité, ce sont des postes aussi stratégiques, puisque vous êtes spécialisé dans la data, n'est-ce pas? Donc, c'est... Oui, Tout à fait. C'est vrai que ce sont des postes qui sont aujourd'hui considérés comme stratégiques dans la mesure où ils contribuent fortement à la transformation de ces entreprises. Ces entreprises se trouvent depuis quelques années bousculées finalement dans les ordres établis qui avaient. C'était des entreprises dominantes, qu'il s'agisse de Publicis, Vivendi où je suis passé, La Redoute, Auchan aujourd'hui. Et c'était effectivement des entreprises leaders qui ont vu de nouveaux acteurs émerger, très puissants du point de vue de leur maîtrise des technologies, de la data, de l'IA et aussi du digital. Et donc, ces entreprises se sont mis à nommer des Chief Data Officers, des Chief Transformation Officers, qui ont pour but, pour objectif, d'aider ces entreprises à s'adapter aux difficultés, à leurs difficultés d'adoption et de transformation
et d'adoption de ces technologies aujourd'hui qui sont devenues complètement indispensables voilà, dans ce contexte de concurrence que je viens de citer. Mhm. Alors, en quoi consiste votre métier exactement, qu'on comprenne mieux? Mhm. C'est très technique, donc il faut essayer d'être un peu en public. En quoi consiste votre métier exactement aujourd'hui? Alors, mon métier consiste exactement à exploiter les données que ces entreprises produisent ou ont à disposition. Alors, ces données, elles sont produites à de nombreux endroits dans les systèmes d'information. D'ailleurs, je suis aussi depuis peu DSI, directeur des systèmes d'information chez Auchan. Et donc, on va être confronté à une masse d'informations. Et c'est d'autant plus vrai depuis l'émergence d'Internet, parce qu'en fait, cette information, c'est quoi? Ce sont des images, des commentaires de clients, parfois du son, etc. Et toutes ces informations, elles sont très précieuses, elles sont très utiles, elles vont nous permettre soit de mieux comprendre nos clients, soit d'optimiser des processus. Par exemple, en logistique, on produit plein d'informations. Nos systèmes logistiques qui sont maintenant très automatisés, etc., ils produisent des informations, ce qu'on appelle des logs. Et donc, toutes ces informations, en fait, non seulement elles nous donnent une indication sur les opérations, c'est-à-dire que quand j'ai une rupture de stock, ce genre de choses, grâce à ces données, je dois pouvoir le savoir en temps réel et pouvoir réagir en temps réel. Donc, ça va être très précieux et ça nous aide aussi à produire aussi de l'intelligence artificielle, des algorithmes, parce que ces algorithmes, en fait, ils apprennent des données. En fait, ce sont des algorithmes qui sont basés sur des données. Donc, on va les entraîner à produire une tâche en fait automatique qui était jusqu'à présent des tâches qui étaient dédiées à l'humain. Et aujourd'hui, on est capable, pour un certain nombre de tâches, de le confier à des machines. Et donc, ça fait partie de mon job. Donc, voilà, en gros, si je devais résumer le travail d'un Chief Data Officer et puis accompagner l'entreprise dans l'adoption de ces technologies. Parce que quand j'ai une information en temps réel, quand je sais aujourd'hui que je suis en rupture de stock, il suffit de le savoir, il faut aussi être capable de réagir. Et donc, ça nous force à réécrire en fait des processus métiers. Comment maintenant je réagis quand je sais que je suis en rupture de stock? Quelles sont toutes les tâches, tout ce que je dois mettre en œuvre justement pour réapprovisionner et être plus efficace que je ne l'étais à une époque où finalement je n'avais pas cette information en temps réel. Mhm. On dit qu'un des grands défis technologiques de notre siècle est celui de la data, de sa collecte, de son stockage également, hein, et de sa restitution. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous qui êtes Oui, dedans et qui êtes spécialiste, est-ce que vous êtes d'accord? oui, c'est un énorme défi. C'est d'autant plus vrai que, comme je disais, on produit de plus en plus d'informations. Internet a été un vecteur fort, en fait, dans l'émergence de cette masse de données. On a parlé aux alentours des années 2010 de big data. Donc, ces big data nous ont forcé à changer nos paradigmes du point de vue informatique, c'est-à-dire de traiter les informations différemment, puisqu'on en avait beaucoup plus qu'avant, et surtout des données qu'on n'avait pas l'habitude de traiter, encore une fois, des vidéos, du son, de l'image. Donc, on a fait évoluer nos paradigmes et notre façon de traiter ça d'un point de vue informatique. Et en fait, ça s'accélère parce que les IA aujourd'hui qu'on arrive à produire grâce à ces données, donc c'est un cercle, j'allais dire virtueux. Grâce à toutes ces données, maintenant, on a fait de gros progrès en intelligence artificielle et ces intelligences artificielles elles-mêmes produisent de l'information et des données. Et donc, finalement, ça ne fait que s'accélérer et c'est un enjeu majeur. Et en réalité, plus on a des données, plus il est difficile de faire le tri dans celles qui seront utiles, celles qui ne le seront pas, comment les utiliser, comment les répertorier. Et donc, c'est véritablement un défi. Et comment qualifiez-vous en ce moment et actuellement le grand débat qui tourne autour de l'intelligence artificielle? Il ne se passe pas un jour, même plusieurs fois dans la journée, sans que un des titres de l'actualité soit en rapport avec l'intelligence artificielle. Alors, des scénarios les plus catastrophiques qui vont mener à l'extinction de l'humanité, jusqu'au remplacement de l'homme par la machine, jusqu'à, enfin, plein de choses, hein, d'accord. Qu'est-ce qui se passe subitement? On se réveille et on se retrouve confronté à cette machine, mais qui pourtant existe depuis très longtemps. Euh, Mm. la nouveauté, je pense qu'elle est dans son développement et son évolution, mais Mm. pas dans sa naissance. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qui est derrière tout ça? Alors, vous avez raison, Maya, c'est un très bon point. Effectivement, ce débat est légitime parce qu'on ne peut pas ne pas se poser la question de ce que ça va amener finalement à l'humanité, hein.
Et je pense que ça va être très impactant, ça va changer nos vies, mais pas plus finalement que, enfin pas plus. C'est quand même, ça a quand même considérablement changé nos vies, mais pas plus que la voiture, pas plus que la révolution industrielle. C'est une révolution, au même titre que la révolution Internet, encore une fois celle que j'ai citée auparavant, hein, la révolution industrielle, etc. Néanmoins, je pense qu'il faut dédramatiser et dépassionner le débat. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance parfois, certains ont tendance en tout cas à être un petit peu, comment dire, alarmistes. Il y a effectivement plusieurs écoles, hein. Les deux grands courants qu'on entend, ce sont ceux qui sont très alarmistes, et cet alarmisme est parfois porté par... Compris, oui, parfois il est même porté par les créateurs eux-mêmes tout à fait. de cette intelligence artificielle, à l'instar de celui qui était chez Google, dont j'ai oublié son nom, et qui a claqué la porte, qui a démissionné, qui a mis en garde l'humanité contre l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut vraiment le croire ou est-ce qu'il y a de la manipulation derrière? Alors, la personne chez Google qui a parlé de... En tout cas, il y en a eu un récemment qui a défrayé la chronique, qui était plutôt un... qui n'était pas vraiment ingénieur, donc, et qui a dit que son IA avait une conscience, etc. Bon, c'était honnêtement un petit peu... comment dire? C'était un... Je le qualifierais pas d'illuminé, je me permettrais pas, mais ça me paraît un petit peu déplacé, c'était pas totalement le cas, on n'y est pas encore en tout cas. En revanche, vous avez des gens comme Stephen Hawking, en fait, le grand physicien, bon, qui aujourd'hui est décédé, Elon Musk, des gens très sérieux, en tout cas, qui sont loin d'être connus pour être des idiots, qui ont mis en garde, et il n'y a pas que ces gens-là. Bon, encore une fois, je pense qu'il y a parfois des arrière-pensées. Elon Musk, qui lui-même est actionnaire d'OpenAI, et qui dit qu'il faut faire un moratoire, peut-être que le fait de dire qu'il faut faire un moratoire donne encore Il est plus déjà d'importance. prêt. Il est Oui, déjà et puis prêt. il est déjà prêt, et puis ça dit implicitement que les entreprises dans lesquelles qu'il a investi en fait sont très avancées, et que du coup il est à l'aune de trouver, enfin à l'aube de trouver, de faire émerger une conscience artificielle ou ce genre de choses. Donc ça sert peut-être aussi ces investissements. Il est aussi très transhumaniste, on le sait, donc c'est aussi une façon de justifier le fait de se transformer nous en tant qu'être humain et d'aller vers autre chose que notre humanité normale ou classique, si je puis dire. Donc c'est vrai que il faut voir aussi quelles sont les arrière-pensées, ou d'ailleurs conscientes ou inconscientes, de ces gens-là. Moi, je serais pas aussi manichéen. Je pense qu'il faut, comment dire, prendre conscience des dangers que ça peut représenter, euh, mais sans complètement. De toute façon, on n'arrêtera pas le progrès. Moi, je crois qu'il est impossible d'arrêter le progrès, et que de toute façon, si un pays, si la France décide de mettre en place ce moratoire, ou les États-Unis, d'autres pays continueront à avancer. Donc je pense qu'il faut prendre du recul, et être modéré finalement dans cette analyse. Alors, justement, vous pilotez un chantier en France sur l'IA et la data dans le cadre d'une mission gouvernementale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Ce que vous pouvez nous dire, hein, bien sûr. En quoi consiste cette mission exactement? Alors, c'est une mission qui a été lancée un tout petit peu avant le Covid. On s'était retrouvé à un certain nombre, essentiellement des chief data officers comme moi, au ministère de l'économie et des finances, à Bercy, hein, à Paris. On avait rencontré un certain nombre de personnes, notamment deux ministres, le ministre du numérique, Cédric O, et la ministre, je crois, en charge de l'industrie à l'époque, Agnès Pannier-Runacher. Donc, elle a changé de ministère depuis. On avait exposé un certain nombre comment dire, d'inquiétudes, ou en tout cas de préoccupations qu'on avait, notamment dans les grands groupes auxquels on appartenait. On faisait tous partie de grands groupes. On avait souligné le fait que la France avait beaucoup progressé dans l'accompagnement des startups, avec un certain nombre de mécanismes qui avaient été mis en place, la French Tech, BPI, etc. Mais on a exprimé le fait que les grands groupes étaient un peu laissés pour compte. Alors, ils avaient sans doute les moyens de se transformer eux-mêmes, par eux-mêmes, et sans demander de financement, et ce n'était pas d'ailleurs ce qu'on revendiquait. En revanche, comme je disais tout à l'heure, ce sont des grands groupes qui étaient leaders mondiaux en fait dans leur domaine.
beaucoup de champions en France dans l'énergie, dans le retail, dans plein de domaines. Et ces ordres établis mettaient en risque en fait ce leadership que les entreprises françaises pouvaient avoir. Et donc on a alerté en disant qu'il fallait vraiment qu'on se serre les coudes plutôt qu'autre chose et qu'on avait en avance de concert dans l'adoption finalement de ces technologies qui redonnerait du leadership en fait à ces entreprises qui étaient leaders. Donc on a on a mis ça en exergue. Et effectivement, le gouvernement français nous a encouragés et aidés à nous mettre ensemble pour relever un certain nombre de défis. Évidemment, dans le respect de la concurrence, de la législation, etc., mais pour relever ces défis. Alors, ces défis, en réalité, ils étaient simples. On s'était articulé au départ autour de 5 chantiers. Il y avait un chantier qui était celui de la relation entre les grands groupes et les startups, parce que c'était parfois assez compliqué. On n'était pas dans les mêmes temporalités, pas la même agilité, etc. Un chantier autour de la recherche publique-privée, parce on sait bien qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines qui sont devenues leaders et qui le sont devenues en déployant des technologies ou des avancées qu'elles avaient menées avec de grandes universités américaines aussi. Et donc, en France, c'est parfois difficile d'établir cette relation. On a un autre chantier qui était celui de la formation, parce qu'en fait, on avait des compétences qui étaient pénuriques, des data scientists, certains experts qui nous manquaient, malgré le très bon niveau des écoles françaises. Il y a des écoles d'ingénieurs qui sont très, 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 très bonnes, hein, mais malgré tout une pénurie. Et puis, un chantier data IA, en fait, qui était le chantier qu'on m'a demandé de mener en copilote, parce qu'on avait décidé de faire des binômes, donc avec Myriam Riadi, qui était la Chief Data Officer Digital Officer de Suez. Et donc, on a mené ce chantier autour de plusieurs grands projets, celui finalement comment dire, d'améliorer la relation entre les labos de recherche dans les universités et, euh, et les grandes entreprises, un travail autour en fait de la circulation des données entre grands groupes français, parce qu'en fait, c'est vrai que les Américains ont beaucoup plus de données que nous. Ils ont un pays de 300 millions d'habitants, donc quand vous faites du retail aux États-Unis, ça fait beaucoup, beaucoup plus de transactions. Mhm. Donc, on s'est dit qu'on pourrait partager des données, alors quand on n'est pas concurrent, évidemment, mais on a travaillé autour d'un framework, d'un cadre de partage de données, autour aussi de la valorisation de ces données, puisqu'en fait, elles ne sont pas considérées au sens comptable du terme comme un actif. Donc voilà, ce sont plein de chantiers comme ça qu'on a menés et qui ont donné des résultats, puisqu'aujourd'hui, on a un certain nombre de solutions qu'on a déployées qui sont utilisées par des grands groupes français. Très bien, magnifique. Vous êtes vraiment dans votre élément là, hein. Tout à fait, tout à fait. Et Participer d'ailleurs, à ce genre à de ce propos, chantier, c'est... Oui. on a même eu la chance de pouvoir aussi donner un avis sur un certain nombre de textes de loi qui vont se déployer à l'échelle européenne, comme l'IA Act. Donc, on a pu les consulter, donner un avis. Bon, cet avis était consultatif, hein, donc on n'avait pas le pouvoir de faire amender ces textes, mais en tout cas, on a été écouté. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'on a pu mener dans le cadre de cette mission. Très bien. Samira Melel, alors, sur un plan un peu plus personnel, donc on l'a dit au début de l'entretien, vous êtes né et vous avez grandi à Alger, alors vous nous avez tout dit, vous êtes né à Didouche Mourad, puis Baïnem, puis Burj El Bahri, donc toujours bord de mer, mais Tout à fait, est-ouest. Voilà. Et puis vous êtes parti en France en 1995 avec votre famille, tout n'est-ce à pas? fait. Alors, parlez-nous un peu de peut-être du jeune et de l'enfant. Vous étiez à Alger, de vos rêves peut-être. Est-ce que vous voyez déjà là où vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous étiez un geek, un passionné déjà de... Est-ce qu'il y avait l'informatique? Ou c'était le début peut-être des jeux vidéo, des choses comme ça. Alors, dites-nous un petit peu pour qu'on comprenne ce qui vous a amené à cette position aujourd'hui. Alors, c'est vrai que alors j'en garde une nostalgie quand même. D'ailleurs, c'est peut-être l'âge, parce que plus je vieillis, plus je suis nostalgique finalement de cette époque. Je garde une super image finalement de mon enfance à Baïnem. On était effectivement en face de la mer, donc j'avais la mer devant et puis la forêt, le bois de Baïnem derrière.
donc c'est vrai que c'était une enfance très agréable. Effectivement, euh, comment dire, j'y ai développé une appétence pour la technologie, alors plutôt à travers Hollywood, parce qu'on avait accès déjà, à travers d'ailleurs, avant les paraboles, hein, on avait accès à l'ENTV, enfin, par l'intermédiaire de l'ENTV, à certains films hollywoodiens, relativement tôt, hein, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion récemment, c'est des films qui sortaient à peine aux États-Unis et on pouvait les voir Oui. assez tôt, en fait. Star Wars, Alien, il y avait la Oui. série V, enfin, donc il y avait beaucoup de technologie, en fait, dans ces films ou ces séries qu'on pouvait regarder. Et donc, Effets spéciaux. exactement, exactement. Oui. Et je suis devenu, je pense, geek à ce moment-là. C'est vrai que c'était une période très agréable. C'est les années 80 en Algérie, jusqu'en 88. Bon, il y avait des problèmes évidemment, mais on était, enfin, en tout cas pour ma part, moi j'étais très heureux, et ça se passait super bien. Et puis ensuite, mon petit frère aîné, on a dû déménager parce qu'on n'avait pas assez de place. On est allé du côté de donc Borj El Bahri, le Cap, la Brise Marine, Alger Plage, etc. Un peu plus loin de la mer, mais bon, on voyait quand même la mer de là où j'habitais. Et puis là, il y a eu l'époque des paraboles, alors encore plus de technologie. Et puis l'informatique s'est un petit peu démocratisée. On a eu notre premier ordinateur. Voilà. Et puis quand je suis arrivé en France, c'était encore plus. J'ai monté mon premier ordinateur moi-même, en fait, en achetant des composants pièce par pièce. Et c'est vrai que c'est très très tôt que j'ai découvert cette appétence que j'ai pour la technologie et cette fascination finalement que j'ai pour la technologie. Mhm. Et vous avez compris à cette époque que vous allez emprunter cette direction. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude exactement? Alors je vous avoue que non, j'aurais jamais cru que j'aurais fait ce métier-là. Mon père voulait qu'on soit médecin, il était dans le pharmaceutique, il s'occupait du laboratoire, d'abord GlaxoSmithKline, puis ensuite Novo Nordisk en Algérie. D'ailleurs, quand on est allé en France, lui est resté parce qu'il avait son travail à Alger, donc il faisait des allers-retours entre la France et l'Algérie. Et donc, oui, il souhaitait que tous ses enfants deviennent médecins. Il n'y en a aucun qui est devenu médecin. L'échec. Il a raté. Mais c'est vrai que je ne pensais pas. Je me suis finalement retrouvé dans ce métier par hasard. J'étais passionné ouais, de maths, d'informatique, etc. Donc après le bac, j'ai eu mon bac en France. Je me suis orienté vers l'université de Lille, en fait, en informatique. Et bon, comme c'était quelque chose qui me plaisait, je l'ai fait, je me suis, comment dire, éclaté, si je puis dire, ou en tout cas épanoui dans ce métier-là. Je pensais que j'allais être développeur, hein. Je ne pensais pas que j'allais devenir manager, parce que finalement, à part Oui. coder chez moi et apprendre à mon fils à coder, je code plus beaucoup dans le monde professionnel. Je suis plutôt dans le management. J'ai de grosses équipes à manager. En revanche, je reste très, très appétent offert, c'est-à-dire je mets encore beaucoup les mains dedans. Et je trouve que ça me confère une certaine légitimité auprès de mes équipes. Donc, je pense qu'il est important de continuer à développer. Donc, je dépose des brevets, etc. Je continue à Oui. rester très opérationnel, mais Mhm. dans la vie de tous les jours. C'est vrai qu'au travail, c'est plutôt du management, de l'animation, etc. Euh, voilà. Vous avez déposé plusieurs brevets d'ailleurs Tout à d'invention fait. de puces. Non, non, pas de puces. De quoi En déjà? data. En En data, et data, oui, pardon. le dernier que j'ai déposé, il émane d'une discussion que j'ai eue avec un ami qui s'appelle Luc Julia, en fait, qui est l'inventeur de Siri, l'agent conversationnel qu'on a dans les Ah oui, téléphones mobiles. Donc, oui. c'est un Toulousain qui s'est expatrié aux États-Unis, donc qui maintenant est revenu en France. Il est patron il est directeur scientifique de Renault, mais il a passé quelques années aux États-Unis et donc c'est l'inventeur de Siri. Et on discutait, on était dans un taxi, on revenait d'une table ronde qu'on avait fait ensemble. Et je lui disais, c'était au moment où le RGPD, la loi sur la protection des données, était en train de se mettre en place en France. Et je lui disais que je ne comprenais pas pourquoi on ne stockait pas les données. Il y a une technologie qui permet de le faire, en fait, ce qu'on appelle le local storage. Pourquoi on ne stockait pas les données dans les devices, dans les téléphones ou les ordinateurs des clients? Et ça leur permettait de garder la main, en fait, sur leurs données. Et en fait, il m'a Oui. dit, mais euh, pourquoi tu déposes pas un brevet? Il me dit, ça m'étonnerait que ça n'existe pas. La première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, ça m'étonnerait que ça n'existe pas.
mais si ça n'existe pas, tu devrais déposer un brevet. Et en fait, comme on était sur une table ronde à Deauville, on avait passé tous les deux la nuit dans un hôtel à côté de la gare de Deauville, on devait reprendre un train pour Paris. Et le lendemain matin, avant de prendre le train, on se croise au petit déjeuner. Il me dit, mais j'ai pas dormi de la nuit, j'ai regardé toute la nuit, ça n'existe pas. Tu devrais le breveter. Donc le dernier brevet, c'est comme ça que je l'ai déposé. Alors il se trouve que maintenant c'est une des approches possibles. Il y a Google qui s'y intéresse, il y a Criteo qui a un patron d'architecture qui ressemble à ça. En fait, ça s'appelle Turtle Dove. Mais enfin, voilà, c'est comme ça que j'ai déposé mon dernier brevet. Et les premiers, je les ai déposés quand je travaillais dans les télécoms, parce que j'ai commencé dans le secteur des télécoms pour un opérateur japonais qui s'appelle NTT Docomo, et donc qui a fortement la culture du brevetage. Et donc, c'est là qu'on avait fait nos premiers brevets. Mais bon, là, pour le coup, ils ne m'appartenaient pas. Ils appartiennent à l'opérateur. à l'opérateur. Donc, ça fait au total combien de brevets Trois déposés? en tout, deux pour l'opérateur et un moi, en fait, le dernier dont j'ai parlé, qui m'a été inspiré par, enfin, en tout cas, encouragé par Luc Julia. Bon, j'espère que ce ne sera pas le dernier et qu'il y en aura d'autres. J'ai quelques idées. Ah ben, voilà. Vous êtes bien parti, en tout cas, c'est très bien. Euh, Avant de connaître vos goûts, d'essayer de connaître vos goûts culinaires, musique, lecture, etc., j'aimerais savoir euh, quel rapport vous entretenez aujourd'hui avec l'Algérie. Est-ce que vous rendez souvent? Et est-ce qu'on vous sollicite et qu'on sollicite vos compétences justement dans les universités, les incubateurs, les startups, les entreprises, par exemple? Alors, alors, pour ce qui est de revenir, je reviens il y a eu une période où je revenais pas beaucoup. À l'époque où je suis arrivé en France, hein, il s'est passé une dizaine d'années sans que je revienne. Mais c'est la jeunesse, en fait, hein. Je me suis laissé emporter par la vie étudiante en France et du coup, je m'étais un petit peu éloigné. Et c'est vrai que quand j'ai eu des enfants, que j'ai commencé à travailler, etc., il m'a pris une sorte de nostalgie, comme on dit le Rorba, hein. C'est le- ouais, la nostalgie qu'on Oui, entend d'ailleurs dans la chanson le d'Ahmed blues, Harachi. le blues du Le blues, bled. exactement. Exactement. Oui, Il y a Rayah me parlait beaucoup en fait dans les paroles, etc. Je me suis dit c'est oui, vrai que ça nous manque et donc j'ai commencé à y retourner assez régulièrement, d'abord peut-être une fois par an. Là maintenant j'y retourne plus régulièrement parce que mon père est plus âgé, on a une maison encore en Algérie donc je m'en occupe un peu et mon père a plus la force de s'en occuper. Et c'est vrai que je garde une relation très affective. Enfin, voilà, c'est là que je suis venu au monde. Donc, là, je vois derrière vous Alger, ça donne envie d'y retourner encore. Et j'y étais il y oui, a 15 jours. Donc, oui. donc c'est vrai qu'on peut pas, on peut pas couper en fait de cet amour qu'on a pour, surtout, encore une fois, Alger. Moi, dès que je vois une photo d'Alger, j'ai envie d'y retourner. Oui. Euh, Et sur un euh, plan professionnel, est-ce qu'il y a des approches? et sur Pas un plan encore. professionnel, j'avoue que non, pas encore. Alors, je suis tout à fait disposé et je serais même ravi, en fait, d'aider et d'apporter mon savoir-faire si on me le demandait. Alors, récemment, il se trouve que, alors, c'est pas de mon fait, hein, je suis pas dans ces décisions-là, mais il se trouve que le groupe pour lequel je travaille au Champ a décidé de s'installer en Algérie. J'ai vu ça d'un très bon œil, même si, encore une fois, je ne peux pas du tout interférer, c'est une décision commerciale et non pas technologique. Donc je l'ai appris presque en même temps que tout le monde, j'allais dire. Mais ça m'a enchanté. Donc j'aurai sans doute l'occasion de revenir pour le travail, puisqu'en fait, là, pour le coup, s'il y a besoin de déployer des dispositifs informatiques pour Auchan, j'y contribuerai certainement. Néanmoins, voilà, j'ai pas encore été sollicité plus largement, mais je serais ravi de le faire, d'aider ou de contribuer à des choses et à aider l'Algérie à développer ses compétences et son savoir-faire en data, en IA, et toutes ces choses-là. Très bien. Alors, comme le veut la tradition, on essaye de faire connaissance aussi avec l'invité à travers vos goûts culinaires, musique, lecture. Alors, qu'est-ce que vous aimez en cuisine et est-ce que vous cuisinez? Alors oui, je cuisine. Alors
J'aime beaucoup de choses en cuisine, en réalité. J'aime beaucoup de choses dans la cuisine algérienne et j'aime beaucoup de choses dans la cuisine américaine. C'est pas très original. Enfin, c'est pas très original, ou au contraire, c'est très original plutôt. Ouais, Parce que je suis très junk food. J'aime bien la pizza, les burgers, ce genre de burger. choses. Donc, c'est vrai que je suis très, très junk food. Et dans la cuisine algérienne, il y a un certain nombre de plats que j'adore tout particulièrement. Alors, j'aime bien la harsven. Alors, on dit tikol babine, je crois aussi. Ouais, Euh, c'est les boulettes de les semoule. boulettes de semoule, ouais. Voilà, nous on dit harsven dans ma famille, mais, Oui, oui, mais oui. voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime bien la tchouktchouka, j'aime bien felfel matrech, j'aime bien la loubia. J'aime bien les merguez. Alors là, j'étais par exemple, pour moi, les merguez qu'on mange à Alger, on n'en trouve nulle part ailleurs dans le monde, en fait. Et là, j'y étais famé. Et je suis allé, alors mon père y était aussi. Alors, on a voulu aller en manger dans le centre-ville. Il y avait trop d'embouteillages. Du coup, on est allé à Staweli en manger. Mais voilà, Ouais. j'aime c'est exactement les brochettes et les merguez qu'on y trouve. Voilà. Et puis, oui, je vous disais, j'aime beaucoup la junk food aussi. C'est vrai que d'ailleurs, j'essaie de faire attention parce que c'est pas très bon pour la santé. Mais dès que c'est le week-end, etc., je saute sur les pizzas, je me commande des pizzas ou des choses comme ça. J'aime bien aussi la nourriture sud-américaine, la nourriture mexicaine, ce genre de choses, en fait. Mhm. Les faritas, Tacos, les tacos, ah oui, etc. Exactement. ah oui. Ben alors, vous avez cité pas mal de plats algériens, mais vous en avez oublié un, je crois, à moins que vous n'aimez pas. Le Peut-être. couscous. Alors, le couscous, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas mon plat préféré. Ça, c'est rare, c'est une réponse rare. C'est Très pas... bien. Voilà, le mythe du couscous c'est- tombe. C'est la Non, moi, première fois. moi, c'est Très vrai que c'est bien. la race en premier. Ah, Et, voilà. et Sympa. après, bon, les merguez aussi, mais les merguez d'Alger, effectivement. La loubia, j'adore ça aussi. Je vais au roi de la loubia quand je vais à Alger de temps en temps. Voilà. Ouais. Musique, alors. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Alors, je suis très hétéroclite. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais du rap, ce genre de choses. D'ailleurs, je me suis mis à réécouter du rap. J'avais arrêté un moment, je me suis mis à réécouter du rap. D'ailleurs, on a quelques rappeurs algériens qui sont extrêmement connus. Il y a Soul King, il y a aussi le DJ Snake aussi que j'écoute beaucoup de ces derniers temps. Mais j'écoute de tout. J'écoute aussi beaucoup de musique en anglais, de la musique américaine, des choses assez récentes, des choses plus anciennes, les Beatles, les, les Doors, ce genre de choses. J'écoute aussi de la musique plus classique, plus traditionnelle. Je parlais d'Ahmed Harachi, que j'aime beaucoup en fait. Haj Mohamed Lanqa aussi, que j'aime bien, plutôt du Shaabi. Mhm. Euh, voilà. D'accord. Lecture, vous avez le temps de lire? Qu'est-ce que Alors, vous... ouais. Ouais, Oui. je lis beaucoup d'essais, pas beaucoup de romans, à vrai dire, des essais philosophiques. J'aime bien la philosophie. J'avais un collègue chez Publicis qui était DG d'une grosse filiale de Publicis, qui s'appelle Nuren, en fait, qui m'a beaucoup initié à la philosophie, qui avait un doctorat de philosophie. Et donc, du coup, on partageait le même bureau. Donc, il m'a initié à la philosophie. J'ai lu pratiquement tous les philosophes. Nietzsche, Heidegger, Aristote, euh, ouais, Wittgenstein, enfin tous les philosophes contemporains et un peu moins contemporains. Ça m'a Mhm. beaucoup intéressé. D'ailleurs, ça fait beaucoup écho en fait au débat sur l'intelligence artificielle, enfin dans une certaine mesure, parce qu'on ne parle pas que de conscience ou ce genre de choses. Ou d'éthique ou d'épistémologie en fait en philosophie, mais en réalité il y a beaucoup de sujets connexes. Par exemple, quand on parle d'épistémologie, ça touche beaucoup à la data, à l'IA, à l'éthique, à ce genre de choses. Et donc j'ai trouvé un écho très favorable à mon métier en fait dans la philosophie. Mhm. Très bien. Cinéma, série, film à la maison, au cinéma. Alors oui, beaucoup. Je continue à être beaucoup dans l'heroic fantasy et la science-fiction. On se refait pas, hein, geek un jour, geek toujours. Donc je continue à suivre, à regarder beaucoup de séries d'heroic fantasy, de science-fiction, etc.
Même si pareil, je suis assez ouvert, je regarde de tout. D'ailleurs, récemment, j'ai regardé un film qui parlait de l'Algérie au cinéma en France, La dernière reine d'Alger, que je suis allé voir et que j'ai beaucoup apprécié. Mais bon, je regarde vraiment tout, hein. Même les Marvel, etc. En plus, j'ai un garçon qui est très, très geek aussi. Donc, je partage cette. Il se met à coder. Bon, il a 12 ans, donc il code encore. Il est pour l'instant au balbutiement, il apprend. Et puis, il est très fan aussi de science-fiction, etc. Donc, je partage cette passion avec lui. Très bien. Et puis la toute dernière question de Diasporama, Samir Hamlel, et qui concerne le jour du départ, le jour où vous avez quitté l'Algérie. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour et de ce que vous avez emporté de cher à vous dans vos bagages? Alors ça, c'est peut-être la question la plus personnelle, effectivement, et je vais y répondre avec plaisir. C'est vrai que je me rappelle extrêmement bien de ce jour-là. Je me rappelle d'ailleurs de cette période-là parce qu'en fait, on est parti quelques jours après la prise d'otage sur l'aéroport de Oualy Boumedienne et qui a été détourné sur Marseille. Et donc, on était parti, je crois, 3 ou 4 jours après. Euh, En fait, j'étais extrêmement. En fait, c'était un départ vers l'inconnu dans une certaine mesure. Alors, je connaissais bien la France parce qu'on y allait pour les vacances assez régulièrement. Enfin, tous les ans, pratiquement tous les étés, on allait en vacances en France. Et en fait, j'avais une sensation que je connaissais déjà, qui était que à chaque fois, avant de venir en vacances en France, quand j'étais plus jeune, j'étais pressé d'y aller, mais j'étais aussi pressé de revenir en Algérie pour y retrouver mes copains, et j'avais peur en fait que ça me manque au moment où je suis parti. Je savais qu'on était parfois content de partir, mais qu'on était souvent pressé de revenir aussi. Oui. Et c'est vrai que j'avais cette sensation, je me disais, est-ce que ça va vraiment me plaire? Est-ce que je vais vraiment avoir envie d'y rester? Bon, après, effectivement, une fois là-bas, on est dans un quotidien qui fait qu'effectivement, on s'y plaît aussi. Mais comme je le disais, quelques années après, cette nostalgie m'est revenue. D'ailleurs, elle me revenait régulièrement, mais bon, après, on pense à autre chose et la vie poursuit son cours. Mais Est-ce que vous j'avais. avez pris un objet, quelque chose de cher à vous à ce moment-là ou pas? Non. Sachant que vous partiez, quoi, vous ne partiez pas en vacances à ce moment-là, c'était Oui. un départ. Un départ. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être même de immatériel, pas forcément matériel? Immatériel, j'ai pris avec moi l'idée, et effectivement immatériel plus que matériel. Bon, j'avais des affaires, etc. Mais si, quoique, j'ai pris ma carte d'identité que j'ai toujours. Ma carte d'identité algérienne qui est dans un état impitoyable, hein, elle est en lambeaux, mais je l'ai toujours. Elle était déjà en lambeaux à l'époque. Je l'avais pas beaucoup fait. On les plastifiait, je me rappelle, une carte Oui, verte claire qui était plastifiée, qui était déjà un peu abîmée parce qu'on la sortait de temps en temps et que j'ai gardée. J'y ai pris aussi effectivement la ferme intention d'y revenir en fait. Et d'ailleurs, je garde à l'esprit, d'ailleurs, je reviens maintenant beaucoup avec mes enfants, etc. Je ne sais pas si j'y reviendrai pas un jour définitivement. Euh, alors, on ne peut pas le dire parce que, comme pour l'IA, quand on me demande sur l'intelligence artificielle, est-ce que ça va nous dominer, etc., j'essaie de jamais me prononcer en tant qu'oracle. Je sais jamais, on ne sait jamais ce qui va advenir de nous et ce qui va se passer dans la vie. Mais voilà, j'ai toujours l'espoir de me dire un jour peut-être j'y reviendrai définitivement. Bon, là, ça fait 30 ans que je suis en France, donc j'ai aussi ma vie ici. Donc on ne sait pas. Mais et à chaque fois que j'y reviens, d'ailleurs, j'ai cette émotion. Et plus je vieillis, plus j'ai cette émotion. En fait, parfois, j'ai presque envie d'embrasser le sol quand j'arrive sur le tarmac de l'aéroport. Parce qu'encore une fois, c'est une racine assez indélébile que je porte en moi. Et je pense que je l'ai amené avec moi à ce moment-là. Au moment où on était en mhm, train de passer les portiques de la douane, je me suis dit, c'est la racine que je dois amener avec moi. très bien. Samira Melel, merci beaucoup d'avoir accepté ce FISO entretien, d'avoir accepté de faire votre diasporama à partir de Lille. Un dernier mot peut-être? Merci à vous, Maya. J'ai été ravi de pouvoir avoir cet échange avec vous. Je salue tous les Algériens et les Algériennes qui nous écoutent et d'ailleurs tous ceux qui nous écouteront, même s'ils sont pas algériens évidemment. Et encore une fois, merci. C'était vraiment très plaisant pour moi d'avoir cet échange avec vous.
N'hésitez pas à revenir lors de votre prochaine inscription, votre prochain brevet d'invention. Faites-nous savoir, nous sommes toujours fiers de l'apprendre, en tout cas, et de nous tenir au courant de ce que font nos compatriotes à l'étranger et en Algérie aussi, bien sûr. Merci à nos visio-spectateurs. Oui, vous voulez dire quelque chose? Alors, je voulais dire peut-être que le prochain, je l'utiliserai en Algérie, je l'exploiterai en Ah, Algérie. Je sais. qui se coupe là, qui se coupe aujourd'hui. Merci à nos visio-spectateurs de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, la chaîne YouTube, le site web et les réseaux sociaux. À très bientôt. Au revoir.